La princesse de Clèves. Français, audio, compréhension. Il, monsieur de Nemours, entendit que monsieur de Clèves disait à sa femme « Mais pourquoi ne voulez-vous point revenir à Paris? Qui vous peut retenir à la campagne? Vous avez depuis quelque temps un goût pour la solitude qui m'étonne et qui m'afflige. Par ce qu'il nous sépare, je vous trouve même plus triste que de coutume, et je crains que vous n'ayez quelque sujet d'affliction. » « Je n'ai rien de fâcheux dans l'esprit, répondit-elle avec un air embarrassé. Mais le tumulte de la cour est si grand, et il y a toujours un si grand monde chez vous, qu'il est impossible que le corps et l'esprit ne se lassent et que l'on ne cherche du repos. Le repos, répliqua-t-il, n'est guère propre pour une personne de votre âge. Vous êtes chez vous et dans la cour, de manière à ne vous pas donner de lassitude, et je craindrais plutôt que vous ne fussiez bien aise d'être séparé de moi. Vous me feriez une grande injustice d'avoir cette pensée, reprit-elle avec un embarras qui augmentait toujours. Mais je vous supplie de me laisser ici. Si vous y pouviez demeurer, j'en aurais beaucoup de joie, pourvu que vous y demeurassiez seul et que vous voulussiez bien n'y avoir point ce nombre infini de gens qui ne vous quittent quasi jamais. Affligé, attristé, que de coutume, que d'habitude, le tumulte, se lasser, demeurer, rester, quasi, presque. C'est ton tour. Avec qui monsieur de Clèves s'entretient-il? Il s'entretient avec sa femme, madame de Clèves. Qui entend la conversation? Monsieur de Nemours, la personne que madame de Clèves aime, entend leur conversation. De quoi s'agit-il? Madame de Clèves ne veut plus retourner à la cour à Paris. Son mari aimerait bien l'y voir. Quelle raison invoque-t-elle pour cela? Il y a trop de monde chez son mari et souhaite du repos. « Ah, madame, s'écria monsieur de Clèves, votre air et vos paroles me font voir que vous avez des raisons pour souhaiter d'être seule, que je ne sais point. Je vous conjure de me les dire. » Il la pressa longtemps de les lui apprendre sans pouvoir l'y obliger. Et après qu'elle se fut défendue d'une manière qui augmentait toujours la curiosité de son mari, elle demeura dans un profond silence, les yeux baissés, puis tout d'un coup, prenant la parole et le regardant, « Ne me contraignez point, lui dit-elle, à vous avouer une chose que je n'ai pas la force de vous avouer, quoique j'en ai eu plusieurs fois le dessein. Songez seulement que la prudence ne veut pas qu'une femme de mon âge, et maîtresse de sa conduite, demeure exposée au milieu de la cour. Que me faites-vous envisager, madame? S'écria monsieur de Clèves. Je n'oserais vous le dire, de peur de vous offenser. Madame de Clèves ne répondit point, et son silence achevant de confirmer son mari dans ce qu'il avait pensé. Vous ne me dites rien, reprit-il, et c'est me dire que je ne me trompe pas. Eh bien, monsieur, lui répondit-elle en se jetant à ses genoux, je vais vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à son mari. Mais l'innocence de ma conduite et de mes intentions m'en donne la force. Il est vrai que j'ai des raisons pour m'éloigner de la cour et que je veux éviter les périls où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge. Conjurer, supplier, presser, pousser, contraindre, forcer, le dessein, l'intention, un aveu, une confession, le péril. C'est ton tour. De quoi s'aperçoit monsieur de Clèves en regardant sa femme? Qu'elle a quelque chose à lui révéler. Pourquoi veut-il savoir à tout prix? Il est fort curieux. Madame de Clèves se décide-t-elle? Oui, elle finit par avouer ce qu'elle veut lui dire depuis si longtemps. Elle prend courage. Pourquoi est-ce si difficile pour elle? Elle ne veut pas offenser son mari, mais elle en aime un autre. Son mari s'en doutait-il? Oui, et il admire la force et le courage de sa femme dans son aveu.
Je n'ai jamais donné nulle marque de faiblesse et je ne craindrais pas d'en laisser paraître si vous me laissiez la liberté de me retirer de la cour, ou si j'avais encore Madame de Chartres pour aider à me conduire. Quelque dangereux que soit le parti que je le prends avec joie pour me conserver digne d'être à vous. Je vous demande 1000 pardons si j'ai des sentiments qui vous déplaisent. Du moins, je ne vous déplairai jamais par mes actions. Songez que, pour faire ce que je fais, il faut avoir plus d'amitié et plus d'estime pour un mari que l'on n'en a jamais eu. Conduisez-moi, ayez pitié de moi et aimez-moi encore si vous pouvez. Monsieur de Clèves était demeuré pendant tout ce discours, la tête appuyée sur ses mains, hors de lui-même, et il n'avait pas songé à faire relever sa femme. Quand elle eut cessé de parler, qu'il jeta les yeux sur elle, qu'il la vit à ses genoux, le visage couvert de larmes et d'une beauté si admirable, il pensa mourir de douleur. Et l'embrassant en la relevant, « Ayez pitié de moi, vous-même, madame, lui dit-il. J'en suis digne, et pardonnez si, dans les premiers moments d'une affliction aussi violente qu'est la mienne, je ne réponds pas comme je dois à un procédé comme le vôtre. » L'estime, le respect, hors de lui-même, très en colère. Songez, pensez. C'est ton tour. Pourquoi aussi veut-elle la permission de se retirer de la cour ? Elle respecte son époux et ne souhaite pas le ridiculiser ou le blesser. Que souhaite-t-elle de son mari ? Qu'il comprenne qu'elle le déplaira en sentiment, mais pas en action. Comment réagit Monsieur de Clèves face à la sincérité et loyauté de sa femme ? Il est terriblement traumatisé, il en oublie de la faire relever. Il perd le contrôle de soi et de la bienséance, et il l'avoue. Vous me paraissez plus digne d'estime et d'admiration que tout ce qu'il y a jamais eu de femme au monde, mais aussi je me trouve le plus malheureux homme qui ait jamais existé. Vous m'avez donné de la passion dès le premier moment que je vous ai vu. Vos rigueurs et votre possession n'ont pu l'éteindre. Elle dure encore. Je n'ai jamais pu vous donner de l'amour et je vois que vous craignez d'en avoir pour un autre. Et qu'est-il, madame, cet homme heureux qui vous donne cette crainte ? Depuis quand vous plaît-il ? Qu'a-t-il fait pour vous plaire ? Quel chemin a-t-il trouvé pour aller à votre cœur ? Je m'étais consolée en quelque sorte de n'avoir pas touché par la pensée qu'il était incapable de l'être. Cependant, un autre fait ce que je n'ai pu faire. J'ai tout ensemble la jalousie d'un mari et celle d'un amant, mais il est impossible d'avoir celle d'un mari après un procédé comme le vôtre. Il est trop noble pour ne me pas donner une sûreté. Il me console même, comme votre amant. La confiance et la sincérité que vous avez pour moi sont d'un prix infini. Vous m'estimez assez pour croire que je n'abuserai pas de cet aveu ? Vous avez raison, madame. Je n'en abuserai pas et je ne vous en aimerai pas moins. Vous me rendez malheureux par la plus grande marque de fidélité que jamais une femme ait donnée à son mari. Mais madame, achevez et apprenez-moi qui est celui... Vos rigueurs, exigences. Achevez, terminez. C'est ton tour. Monsieur de Clèves apprécie-t-il l'aveu de sa femme ? Oui, en fait, il en est profondément touché. Que comprend-il ? Il comprend combien sa femme le respecte et l'estime. Cependant, sa curiosité n'est pas encore satisfaite. Que désire-t-il savoir ? Il aimerait qu'elle lui dise de qui son cœur était pris. Pourquoi cherche-t-il à le savoir tant ? Il aimerait comprendre ce qu'il n'a pas réussi à faire pour que sa femme l'aime. Celui que vous voulez éviter. Je vous supplie de ne me le point demander, répondit-elle. Je suis résolue de ne vous le pas dire, et je crois que la prudence ne veut pas que je vous le nomme. Ne craignez point, madame, reprit monsieur de Clèves. Je connais trop le monde pour ignorer que la considération d'un mari n'empêche pas que l'on ne soit amoureux de sa femme. On doit haïr ceux qui le sont et non s'en plaindre. Et encore une fois, madame, je vous conjure de m'apprendre ce que j'ai envie de savoir. Vous m'en
m'empresseriez inutilement, répliqua-t-elle. J'ai de la force pour faire ce que je ne crois pas devoir dire. L'aveu que je vous ai fait n'a pas été par faiblesse, et il faut plus de courage pour avouer cette vérité que pour entreprendre de la cacher. Monsieur de Nemours ne perdait pas une parole de cette conversation, et ce que venait de dire Madame de Clèves ne lui donnait guère moins de jalousie qu'à son mari. Il était si éperdument amoureux d'elle qu'il croyait que tout le monde avait les mêmes sentiments. Il était véritable aussi qu'il avait plusieurs rivaux, mais il s'en imaginait encore davantage, et son esprit s'égarait à chercher celui dont Madame de Clèves voulait parler. Haïr, détester. Éperdument, follement. S'égarer, se perdre. C'est ton tour. Madame de Clèves révélera-t-elle le nom de la personne qu'elle aime? Non, elle aura la décence de le garder pour elle-même. Monsieur de Clèves ressent de la jalousie, qui d'autre aussi la ressent? Monsieur de Nemours, depuis sa cachette, n'entendant pas son nom, il se demande s'il n'a pas de rivaux. Monsieur de Clèves insistera encore et sans doute arrivera-t-il à découvrir de qui il s'agit? Certainement. Pour cela, lis la suite de cette histoire émouvante et extraordinaire. La princesse de Clèves. Madame de Lafayette, 1678. Pages 69 à 72. Ce premier roman psychologique moderne aborde des termes universels tels que l'amour, la fidélité, la jalousie, l'adultère. Que fera la princesse de Clèves après cet aveu? Acceptera-t-elle de revoir son amant? Son mari découvrira-t-il qui est son amant? Excellente lecture. Une production de Kotoba, www.kotoba.ch, copyright Christine Fincker.